Alors, tu préfères laquelle question? C'est pas une analyse beaucoup. Que dans juste la conscience pour l'instant. Je sais pas, en fait, j'ai pas trop d'idées. Enfin, souvent quand j'ai une question, c'est parce que j'ai une idée derrière ou déjà des idées qui peuvent répondre à la question. Sauf que là-bas, je sais vraiment pas du tout, quoi. C'est vrai? Bah, je sais pas. Je l'ai relu une fois. Moi, si tu veux, j'en choisis une qui me paraît importante, mais je les relis. Tu me dis si jamais il y en a une qui te saute aux yeux. Donc, être conscient, est-ce savoir? Faut-il se méfier de sa conscience? La conscience de soi est-elle une connaissance? La conscience n'est-elle tournée que vers elle-même? La conscience peut-elle être un fardeau? C'est celle-là que j'aime bien. La conscience peut-elle être un obstacle pour l'action? Celle-là aussi, ça permet de voir Bergson et Jankélévitch. Peut-on échapper aux exigences de la conscience? Peut-on parvenir à une complète conscience de soi? Peut-on penser sans sentir? Puis-je ignorer mes propres pensées? Sommes-nous conscients? Alors ça c'est intéressant parce que ignorer, ça a deux sens. Enfin, ici. Ignorer, en fait c'est ignorer volontairement ou involontairement. Ça peut être puis-je ignorer mes propres pensées dans le sens où je ne les connais pas. Ou puis-je ignorer mes propres pensées dans le sens où je les chasse moi-même. Je décide de m'illusionner. Sommes-nous conscients mais donc tout le problème est c'est compliqué de décider de s'illusionner. Tu vois, je te dis ne pense pas à un marteau rouge, tu penses à un marteau rouge. Donc est-ce que c'est possible d'ignorer en ce sens-là ses propres pensées? Sommes-nous conscients ou avons-nous à nous rendre conscients? Sommes-nous conscients ou le devenons-nous? Suis-je le mieux placé pour me connaître? En dehors de ce que j'ai dit, je crois que tu avais la conscience de soi telle une connaissance, ça t'avait interpellé, non? Forcément. Pas forcément. Mais celle que tu as dit, par exemple, la conscience peut-être elle est un fardeau, elle peut être bien. Ouais. Et de toute façon, on pourra peut-être traiter les trois dans le temps qu'on a. Quels sont les deux sens du mot conscience de façon courante? C'est savoir, avoir conscience de quelque chose. Ouais. Et la conscience, l'autre conscience, c'est dans notre cerveau. Enfin, je sais pas comment dire, mais Du coup, il y a trois sens, ouais. En fait, tu penses à la conscience, j'ai conscience de ça, et puis la conscience, au sens freudien. Ouais, voilà. Ouais, t'as raison, il y a trois sens, du coup, il y a ces deux sens-là, et quel autre sens il y a au mot conscience? Mais il faut peut-être penser à l'inverse pour trouver. C'est savoir ce qu'on fait, enfin, savoir, je sais pas trop. C'est un peu ça, oui. Je pensais tu sais, quand on dit il est inconscient, et il est. Comment dire, il est pas prudent. Tu vois. Il est inconscient, ça peut vouloir dire il sait pas ou il est pas prudent. Non, mais t'as agi inconsciemment. Donc, agir avec conscience ou en conscience, il y a aussi une notion de prudence là-dedans. Mais oui, en gros, donc être conscient. Il y a une question qui s'appelle être conscient, est-ce savoir? Donc voilà, ça peut être problématique aussi, mais et en gros, oui, il y a la conscience freudienne et puis il y a ne pas être ignorant en tout cas de quelque chose. Si on ne dit pas savoir, c'est ne pas être ignorant. Tiens d'ailleurs, peut-être on va regarder la définition du dictionnaire. Les définitions. Conscience, connaissance immédiate de sa propre activité psychique, s'oppose à inconscience. Donc ça, c'est le côté cerveau. Donc connaissance immédiate, hein, t'as vu? C'est-à-dire que finalement, quelque part, en ce sens en tout cas, je ne suis consciente que de ce qui se passe au moment présent dans ma tête. Et pas de choses passées, par exemple, au moment où je pense en tout cas. Connaissance immédiate, spontanée, il y a quand même cette idée d'immédiateté. Prendre conscience de quelque chose. Faculté ou fait de porter des jugements de valeur sur ses propres actes. C'est le sens moral dont je te parlais, une conscience droite, pure. Avoir une faute, un poids sur la conscience. Ouais, ce sens de conscience. Quelque chose à se reprocher. Bonne conscience, t'as une personne qui estime souvent à tort n'avoir rien à se reprocher. Souvent à tort, tu vois. Et conscience professionnelle, honnêteté, soin dans son travail. Merci. Voilà.
Ah, et là, le terme de conscience peut faire référence à au moins 4 concepts philosophiques ou psychologiques. On va regarder ça. Conscience psychologique, elle se définit comme la relation intériorisée immédiate ou médiate qu'un être est capable d'établir avec le monde où il vit et avec lui-même. Faut que je te montre un texte de Bergson aussi. Je t'avais sûrement déjà montré sur l'art, non? Si nos sens et notre conscience pouvaient entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'air serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes. Non? Car notre âme vibrerait alors à l'unisson de la nature. Continuellement à l'unisson de la nature. En ce sens, elle est fréquemment reliée, entre autres, aux notions de connaissance, d'émotion, d'existence, d'intuition, de pensée, de psychisme, de phénomène, de subjectivité, de sensation et de réflexivité. Ce sens correspond par exemple à l'allemand Bewusstsein et à l'anglais consciousness, et en français à la locution plus précise d'état de conscience. La conscience a cette capacité de nous rapporter subjectivement nos propres états mentaux. D'où la notion de réflexivité. Au sens moral, elle désigne la capacité mentale à porter des jugements de valeur moraux sur des actes accomplis par soi ou par autrui. En tant que critère de catégorisation conceptuelle, elle représente le trait distinctif caractérisant l'humanité d'un sujet et par extension la spécificité caractérisant l'ensemble éponyme de ces sujets. Bref, c'est ce qui fait qu'on est des humains. Et par métonymie, elle désigne la totalité formée par l'ensemble des représentations d'un sujet conscient, tout au moins de ses représentations conscientes. C'est le sens freudien. Bien, Kant Sponville. Si ces propositions de définition font de la conscience une expérience prégnante pour tout être humain, elle n'en reste pas moins, comme le souligne par exemple André Kant Sponville, l'un des mots les plus difficiles à définir. Sa difficulté se heurte en effet à la problématique d'une conscience tentant de s'auto-définir, à la fois sujet et objet. C'est ça le problème. En tant que conscience, on est le sujet, on est l'objet qu'on observe en tant que sujet. En effet, la possibilité qu'aurait une faculté de se discerner elle-même ne fait pas consensus et connaît même des détracteurs dans des courants de pensée fort éloignés. Un proverbe bouddhiste formule l'adage selon lequel un couteau ne peut se couper lui-même, tandis qu'Auguste Comte assure que personne ne peut se mettre à la fenêtre pour se regarder passer dans la rue. Auguste Comte, c'est un philosophe des sciences. Ça, on va pas le faire maintenant, mais ça peut être tout à fait intéressant de lire l'article Wikipédia de la conscience. Et en plus, il te parle de Descartes, de Schopenhauer. Je connais Antonio Damasio, neurologue, notion de culture, manifestation de la conscience. Ah, c'est bien fait ça. Est-ce que la psychanalyse... Oui, elle a ce petit truc sur la psychanalyse. La psychanalyse distingue à la suite de Sigmund Freud la conscience de l'inconscient. Dans la première topique établie par Freud, la conscience est l'une des 3 instances composant l'appareil psychique, les 2 autres étant le préconscient et l'inconscient. Ainsi, pour Freud, la conscience n'est pas l'essence du psychisme, elle n'en est qu'une partie et ignore de nombreux phénomènes qui sont de l'ordre de l'inconscient. Ceux-ci ne peuvent être amenés à la conscience que dans le cadre de la cure psychanalytique, à travers la prise de conscience du refoulé. Ça, tu connaissais peut-être un peu. La méditation qui cherche les états modifiés de conscience. Conscience de soi. Cogito cartésien. Extérieur, conscience morale. Rousseau, Alain. Les sagesses indiennes. Et voilà. Donc, notre question. La conscience peut-elle être un fardeau, c'est ça? Oui. Qu'on a pris. Alors, maintenant qu'on a vu un peu ce que ça pouvait être, la conscience, si tu penses au sens moral, la conscience peut-elle être un fardeau? Il n'y a pas de piège. En fait, je sais pas trop. Non, pas vraiment. Enfin, au début, quand on voit la question comme ça, on se dit non. Après, peut-être que oui, dans un second temps, mais. Par exemple, il vaut mieux prendre comme ça. Ouais, pourquoi, par exemple, pourquoi tu te dis non? Parce que la conscience, c'est quand même important. On ne voit pas trop comment est-ce que ça peut être un fardeau. Enfin, C'est important pourquoi? En 2 mots.
Bah, pour réfléchir, pour savoir, Ouais. prendre conscience. Enfin, moi, je sais pas trop comment dire. Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire si on n'avait pas de conscience? Bah, un peu tout. Ouais. Euh, Peut-être que tu peux t'aider en comparant avec les animaux, en pensant. bah, Ah oui, un peu tout, t'as raison. C'est-à-dire que cette réflexivité, c'est le fait d'avoir un retour sur ce qu'on vit, de pouvoir se dire, tiens, il se passe ça dans ma tête. Ça permet beaucoup de choses, oui. Ça permet d'écrire, ça permet de discuter. En fait, c'est la conscience de soi qui fait que. Alors, c'est particulier parce que les animaux, ils communiquent aussi. Mais si on n'avait pas conscience de soi, et si on n'avait pas conscience tout court, ouais, quelque part, en fait, on verrait tout comme des trucs et des machins. Enfin, c'est ce qui nous permet d'accéder au monde, en fait, et à nous-mêmes, qui faisons partie du monde. Donc c'est plutôt ce qui nous permet de faire des choses. Mais donc, au sens moral, pourquoi ça pourrait être un fardeau d'avoir conscience de certaines choses? parce que parfois, on aimerait pas savoir des choses. Oui. Parce que des choses qui sont pas très. À quel propos, par exemple? Bah, je sais pas, des guerres, des choses comme ça. Enfin, je sais pas trop, des trucs comme ça, un peu. Trucs qui sont pas très joyeux, quoi. Enfin, très... Ouais. Du coup, vu que tu parles des guerres, par exemple, la conscience de la nature humaine, de ce qu'est capable de faire, de ce que sont capables de faire les humains. Il y a des choses du coup qui peuvent être difficiles, dont il peut être difficile d'avoir conscience à l'extérieur, des choses extérieures. Et par rapport à soi, en quel sens au pluriel la conscience pourrait être un fardeau? Je pense à bonne conscience, mauvaise conscience. Avoir un poids sur la conscience. Ah, bah, bah, ouais, voilà, quand on a une. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais quand on fait des mauvaises choses ou quoi, et après on regrette, on préfère ne pas avoir de conscience pour ne pas avoir. Pour ne pas le savoir et. Je sais pas, pour ne pas avoir de remords, enfin, une bonne conscience, justement. En ayant des remords. Oui. C'est intéressant parce que ça veut dire que la bonne conscience, c'est pas non, mais moi tout va bien, j'ai jamais rien fait. C'est se rendre compte qu'on est capable d'avoir des remords. C'est d'ailleurs les psychopathes, par exemple, certaines personnes qui ont un trouble de la personnalité antisociale sont incapables d'avoir des remords parce qu'ils sont incapables d'empathie. Et donc c'est là que tu vois que enfin, c'est pas avoir une conscience du coup, mais c'est avoir une conscience respectable, quelque part, et morale, c'est être capable de remords. C'est pas ne faire aucune faute parce que ça c'est peut-être impossible, mais en tout cas c'est en avoir conscience justement. Parce que à l'inverse, et donc c'est pas plus mal que ce soit un fardeau, parce qu'à l'inverse, si on faisait des trucs mauvais et qu'on n'en éprouvait absolument aucun remords, la conscience ce serait pas un fardeau, mais ce serait pas très moral, ça dirait pas tellement de bien de la personne qui regretterait absolument rien de ce qu'elle a pu faire de mal. Donc déjà par rapport à nos actions, ça peut être un fardeau la conscience. Mais toujours par rapport à soi, ça peut être un fardeau en quel autre sens? En termes de savoir pas sur nos actions, mais par exemple sur nos pensées. Ah, ah oui. On reste dans le domaine du remords ou de s'en vouloir à soi-même, mais éventuellement il y a conscience de fonctionner d'une certaine manière, si on commence à se rendre compte, ou de certaines pensées, là la conscience ça peut être un fardeau. Ou alors la conscience de choses qui nous sont arrivées, dont parfois on peut, c'est ce qui peut-être tu t'as déjà entendu parler de l'amnésie traumatique.
Ça, c'est incroyable. Le cerveau est capable d'oublier des événements traumatisants parce que ça ferait trop de stress à supporter. Oui. Pendant des années, pendant 30 ans. Et pourquoi il fait ça? Parce que ce serait un fardeau trop lourd à porter pour la conscience, justement. Donc là, dans ces cas-là, oui, la conscience peut être un fardeau. Maintenant, l'idée, justement, là, par exemple, ça pourrait faire une transition vers la troisième partie, c'est que oui, le cerveau, il fait ça parce que ce serait un fardeau, mais finalement, on sait que quand on reste dans l'anxiété traumatique, on va pas bien. Et c'est en travaillant dessus que le truc ressort. Ça peut être plus difficile, mais ensuite, ça va mieux. Et là, autre concept que je te glisse, Nietzsche, il appelle ça la grande santé. Il dit la grande santé, c'est pas ne jamais être malade, c'est avoir été malade et en guérir. Et là, c'est l'idée aussi, toujours chez lui, de tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est quand on arrive à dépasser la maladie, tous les sens du terme, qu'on arrive à la grande santé. Et donc, finalement, l'événement ne devient plus un fardeau quand ça arrive à la conscience et qu'on fait un travail sur la conscience de cette chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça est ambigu. Est-ce qu'il y a autre chose à quoi tu penses sur cette question? Non. Alors peut-être qu'on va regarder s'il y a des corrigés, ce qu'ils ont dit. Peut-elle être un fardeau? Ah oui, je vois corriger bac, donc il doit y avoir. Alors, la conscience peut être vécue comme un fardeau, mais c'est également le fait d'être conscient de nos propres limites qui nous en libère. Oublier la dimension positive de la conscience. Tiens, oui, je pense à autre chose, du coup. Il y a le philosophe Clément Rosset qui dit « Moins on se connaît, mieux on se porte ». À l'inverse, t'as Socrate, alors c'est peut-être une légende, mais c'était écrit, soi-disant, connais-toi toi-même, sur le fronton de son école. Alors, connais-toi toi-même, c'est pas en sens psychologique, la psychanalyse aujourd'hui, mais c'est plutôt sache quelle est ta place dans le monde. C'est plutôt connais où tu es. Et Rosset, il dit, moi, on se connaît, mieux on se porte. Ah, mais c'est bien ça, s'ils ont fait un... Ouais. C'est bien, ils t'ont fait un plan. Ils t'ont fait un plan comme ça. Voilà. Dans cet extrait, Descartes expose la découverte du cogito, qui est le principe même de la conscience. Tiens. Est-ce qu'il a parlé du fait que c'était un fardeau? Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Puis, examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse, mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point, et qu'au contraire de cela même que je pensais à douter de la vérité des autres choses, il suivait très évidemment et très certainement que j'étais, au lieu que si j'eusse seulement cessé de penser, encore que tout le reste de ce que j'avais jamais imaginé eût été vrai, je n'avais aucune raison de croire que j'eusse été. Je connus de là que j'étais une substance dans tous les sens où la nature n'est que de penser, et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu ni de dépend d'aucune chose matérielle. En sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est. Alors pour l'instant, je vois pas trop le rapport avec le sujet, mais on va voir s'il nous le donne. L'analyse du sujet, donc les termes du sujet. Conscience, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Sens psychologique, faculté de se représenter sa propre existence. Sens moral, faculté de juger, ça c'est Kant, ou de se représenter la valeur morale de ses actes. Fardeau, idée d'absence de liberté, d'entrave, ça on va pas examiner ce mot. Idée d'effort, de douleur, oui, bon, sans doute. Peut-elle, idée de possibilité de choix, idée de légitimité. Ah, légitimité. La conscience peut-elle être un fardeau?
Les points du programme, la conscience, l'existence et le temps, la morale, le bonheur, la liberté. La conscience que nous possédons peut-elle être considérée comme une charge nous empêchant de jouir pleinement de l'existence? Se rendre compte de ses propres défauts, dont on parlait, confère-t-il à l'homme de la grandeur ou nuit-il au contraire à son bonheur et à sa liberté? Ouais, ça ferait une bonne problématique, par exemple. Et tu vois que finalement, en travaillant, la question, on l'avait déjà trouvée, en fait, la problématique. Le plan détaillé. La conscience est la marque de la grandeur humaine. Tiens, j'aurais pas commencé par ça, moi. Ça dépend ce qu'ils entendent par grandeur. La disposition de la conscience nous donne le statut de sujet lucide et responsable de nos actes. Alors justement, la responsabilité, ça peut être un fardeau, mais c'est aussi ce qui nous rend libres. B, ce sont les exigences du corps qui peuvent davantage être vécues comme un fardeau, c'est vrai. Maladie, travail, douleur, nous souffrons de vieillir trop vite. C, les manifestations du corps et ses désirs, relayés par l'inconscient, peuvent alourdir et perturber la conscience. Psychanalyse, c'est plutôt le corps. Transition, ne serait-il pas préférable de n'avoir aucune conscience des limites de notre condition? C'est l'idée, soyons bêtes et heureux. La conscience peut être malheureuse. En tant qu'individu, la conscience de nos défauts psychologiques est douloureuse. En tant qu'être humain, la conscience de notre condition ne peut susciter que l'incompréhension et l'angoisse. Pascal. Pascal dit « Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne peuvent demeurer en repos dans une chambre. » Au repos dans une chambre. C'est l'idée du divertissement pascalien. C'est-à-dire qu'on a besoin de se divertir pour pas s'ennuyer et ne pas penser à la mort, en gros. Ne pas trop penser qu'on a conscience de notre finitude. Parce que la conscience, ça on n'en a pas parlé, c'est aussi la conscience que la vie aura une fin. Mais le divertissement pascalien, c'est pas du tout en un sens péjoratif. Hein. Il le juge pas, il dit c'est comme ça. On a besoin de se divertir pour pas angoisser. En tant que citoyen, la conscience des injustices et des déterminismes divers pesant sur nous n'incite pas au bonheur. C'est vrai qu'on peut penser à la conscience politique aussi. Mais prendre conscience des déterminismes n'est-il pas un moyen de s'en libérer? C'est ce que je te disais, ça sera la troisième partie. Citation de Pascal, la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est ce qu'on disait avec quelqu'un qui a fait du mal, mais qui en fait ne se rend pas compte qu'il a fait du mal. Et pour lui, c'est pas mal en fait. Et n'en éprouve pas de remords, il est moins grand que celui qui sait qu'il est misérable. La prise de conscience est libératrice. Sans conscience, le bonheur et la liberté ne seraient ni vécus, ni ressentis vraiment. C'est important le vraiment. Ce ferait des ersatz de liberté, de bonheur, des faux artificiels. En matière morale, la conscience superficielle. La conscience donne un idéal à respecter, mais qu'on ne peut jamais parfaitement atteindre. La conscience nous donne un projet d'existence, toujours susceptible de changer. Conclusion, la conscience peut être vécue comme un fardeau, mais c'est également le fait d'être conscient de nos propres limites qui nous en libère. Sartre, la nausée, les confessions... Qu'est-ce qu'ils te mettent à droite? Lacan, entre Descartes et Freud. Ah non, mais c'est... On a à voir avec le sujet? Si? Je sais pas. Bon, ça a sûrement un rapport, mais... c'est autre chose. Bon, c'est sympathique, mais finalement, on avait bien travaillé, quoi. Il n'y a pas grand-chose de neuf. Ouais. Comme ça, t'as quand même quelques références. On voit rapidement, la conscience peut-elle être un obstacle pour l'action? En 6 minutes. Alors, pourquoi la conscience pourrait-elle être un obstacle pour l'action? Ou ne pas l'être, enfin. Prends le oui ou le non d'abord, comme tu veux. Déjà, juste un obstacle pour l'action. Quoi exactement? Il faudrait se poser la question, justement. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai commencé directement par te poser cette question-là. C'est que pour savoir, il faut se demander, alors, on sait ce que c'est qu'un obstacle, quelque chose qui empêche, ce que c'est que l'action, faire des choses. Et du coup, pour savoir ce que ça voudrait dire, il faudrait se demander en quoi la conscience pourrait être un obstacle pour l'action.
Ou en quoi la conscience peut-elle être l'inverse, c'est-à-dire une condition de possibilité de l'action. Bon, c'est vrai que on se dit, si on n'avait pas conscience de ce qu'on voulait faire, on le ferait pas, tout simplement. Donc, en ce sens-là, non, c'est pas un obstacle pour l'action. Justement, c'est ce qui me permet d'agir. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, la conscience, c'est ce qui nous permet de faire des choses, globalement. Du coup, en quoi ça pourrait être un obstacle? Par exemple, imaginons on doit faire quelque chose de pas forcément quelque chose de plutôt immoral, la conscience elle nous en empêche. Ouais. Du coup là tant mieux. Ouais, voilà. D'accord, tant mieux. Mais oui, c'est vrai, t'as raison, mais un obstacle pour l'action, genre non, je vais pas le faire parce que c'est pas bien. Ou alors parce que j'en ai trop peur. Ce serait pas forcément mauvais, mais ça me met trop en insécurité et du coup je le fais pas. Je m'inhibe. Un peu ça des inhibitions en psychanalyse. Donc il y a ça. Tiens, petite parenthèse, tu vois, dans le corrigé qu'ils ont fait là, ils ont fait un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il y a des moments, ils disent oui, d'ailleurs, tel concept, ça peut aider, tu vois, par rapport à la réflexion qu'on vient d'avoir, mais ils n'ont pas beaucoup cité d'auteurs. C'était les idées à partir de la question. Il faut, c'est dans 3 ans, mais 2 peut-être. Mais c'est pareil dans c'est vraiment ça qu'il faut faire en dessert de philo, hein, toujours penser que ce qui compte d'abord, c'est la réflexion à partir de la question, les auteurs, ça vient ensuite une fois qu'on les a bien digérés. Et puis surtout, on commence jamais par les citations, c'est pas le plus important. Et du coup, on disait pourquoi ça peut être un obstacle pour l'action. Parce que ça peut nous empêcher de faire des choses qui sont mauvaises, qui font peur, mais qui seraient bonnes pour nous. Conscience du danger, même si ça peut être un beau danger. Et puis, si tu penses à... Quand tu joues de la guitare, c'est ça? Oui. Si tu penses à cette activité-là, en quoi la conscience pourrait-elle être un obstacle pour l'action de jouer de la guitare? Parce que parfois, c'est compliqué. Enfin, on réfléchit trop, alors qu'on on devrait juste... je sais pas trop comment dire, mais... parfois, juste, on voudrait juste jouer, mais notre conscience, ça nous en empêche. Enfin, on a plus du mal avec la conscience que de jouer sans. Ouais, exactement. Est-ce que quand... Ou alors, par exemple, mais ça je crois qu'on en avait déjà parlé, est-ce que ça t'est déjà arrivé de descendre des escaliers et te dire je vais louper une marche? Oui. Voilà. Et en fait, ça c'est parce que tu commences à te regarder de l'extérieur. T'as conscience de toi en train de descendre des marches ou de jouer de la guitare. Et qu'est-ce que je fous? Même ça peut arriver des petits moments, tu vois, où tu pars un peu et du coup t'es là, attends, qu'est-ce que je fous avec mes doigts sur les cordes? Tu te dis que tu vas te tromper alors que tu connais potentiellement ton morceau, mais petit moment d'absence comme ça. C'est marrant parce que tu vois, je dis moment d'absence alors que en fait c'est la conscience de soi en train de faire. Et du coup, je vais te montrer un texte de Jankévitch là-dessus. Attends, je sais que je l'ai recopié là-dedans. Si je tape ça, je vais le trouver. Voilà. Alors, ça c'est moi, mais c'est pour cela que l'action exige la nescience, c'est-à-dire l'inconscience de soi en train de faire ou d'agir. Et là, Jankévitch, dans Quelque part dans l'inachevé, quand on interroge un pianiste virtuose sur la façon dont il joue les études transcendantes de Liszt ou de Lyapunov, donc c'est au chapitre 2, ses doigts bafouillent, dérapent et il fait une fausse note. Mais quand on ne lui demande rien, il s'assied au piano et joue les études aussi naturellement que les petites filles jouent leur sonatine de Diabelli. Quand on demande à l'acrobate comment il fait pour tenir sur un pied à la pointe de la flèche de Notre-Dame, pourquoi c'est souligné en jaune, je ne sais pas, il a le vertige, perd l'équilibre et s'écrase au sol.
et là c'est moi. Une chose est d'avoir conscience de ce qu'on joue ou chante pour ne pas jouer machinalement. Ça, si t'as un ou une prof, elle a dû te le dire. Voilà, tout autre est d'avoir conscience de soi en train de jouer ou de chanter. C'est naturel et réfléchi que doit avoir l'action dans la vie. Bon, l'exemple que j'aime bien, demandez-vous comment vous parvenez à descendre ces escaliers aussi vite et vous manquerez une marche. Elle a même nécessaire à l'artiste et particulièrement à l'improvisateur. Ça, c'est pas mal. Chapitre 13, un débat infini. Nous disions de la continuation vécue, à la fois mue et freinée par l'organe obstacle, qu'elle ressemble au cycliste. Elle tient en équilibre parce qu'elle roule et elle tombe à droite ou à gauche lorsqu'elle s'arrête. L'action tombe en avant et sa solution évoque l'image d'une chute continuellement ajournée. Dans l'aventure de l'action s'accomplit à tout moment le miracle continué. De danger en danger et d'instant en instant, la chute est sans cesse reportée, le commencement sans cesse reconduit. L'action est le rebondissement continué d'une aventure toujours initiale. Bergson y parle de continuation. Création continue d'imprévisibles nouveautés. Et là, tu vois que Jankélévitch est spécialiste de Bergson. Hein. Création continue d'imprévisibles nouveautés, et là, l'action est le rebondissement continué d'une aventure, lui parle d'aventure, toujours initiale, d'une initiation toujours aventureuse, et nous la vivons comme un beau danger, car elle n'est autre que le mystère du recommencement. Après, c'est sur autre chose. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que, d'ailleurs, le principe même de la méditation, en fait, qui consiste à... Mais qui consiste à laisser passer ses pensées si elles viennent, mais à être juste dans le moment présent. Tu te regardes pas faire, t'as pas conscience de toi. Pourtant, on dit méditation en pleine conscience. Parce que c'est... en fait, par exemple, quand tu joues bien, et parce que t'es concentré, mais c'est naturel, tu vois, ce genre de concentration. Ou même quand t'es en train de faire un devoir, t'es concentré dessus, et quand t'as fini, tu te relèves, tu te rends compte que c'est pas le même état de conscience. Tu vois, t'étais bien concentré. Cette concentration-là, elle est bonne. C'est pas du tout la même qui consiste à dire ah tiens, je suis en train de faire ça. Ah merde, j'ai fait une fausse note. Voilà, on finit là-dessus.